Merci. Messieurs, de l'autre côté. Oui. D'ailleurs, donc, premièrement, je tiens à spécifier que la première cause de décrochage scolaire à l'université, c'est les raisons financières, c'est les motifs financiers. Donc, on dit qu'on veut lutter contre le décrochage au primaire, au secondaire, mais c'est certainement pas en haussant les frais de scolarité qu'on va lutter contre le décrochage à l'université, qu'on va l'encourager. Ensuite, oui, aussi les frais de scolarité, ça encourage l'espèce de cycle de la pauvreté. Lorsque vous venez d'une famille à faible revenu, d'une famille à sécurité sociale, que vos parents n'ont pas été à l'école et qui vous ont moins motivé, après ça, lorsqu'on hausse les frais de scolarité, ça ne vous motive pas à y aller. Et ce qu'on voit aussi, c'est bien beau le dire, tout le monde devrait y aller, c'est un investissement rentable. Dans les faits, les gens ont peur de l'endettement, particulièrement les personnes à faible revenu. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on hausse les frais de scolarité, les gens y vont moins. Ensuite, s'il y a des gens qui ont pu, par exemple, entre autres des femmes, en 77, partir de la Côte-Nord pour aller étudier à Montréal, c'est que les frais de scolarité est abordable. Donc, les étudiants des régions éloignées ont moins de chances de pouvoir aller à l'université si on hausse les frais de scolarité parce que ça représente encore plus de coûts. Les étudiants de première génération aussi, donc les étudiants dont les parents n'ont pas été à l'université, sont encore plus défavorisés par une hausse des frais de scolarité parce qu'ils sont moins stimulés à ce niveau-là. Aussi, il y a un chercheur, c'est Michael Connolly, qui a démontré que dans les provinces où ils ont gelé les frais de scolarité, les écarts entre les riches et les pauvres, entre les classes sociales, se sont amoindris, tandis que dans les provinces où ils ont haussé les frais de scolarité, ces écarts-là se sont creusés. Donc, si on veut faire un choix d'une société plus équitable, d'une société plus solidaire, il faut garder de bas frais de scolarité. Donc, merci. Est-ce que, monsieur, vous vous présentez, mais on va attendre de voir s'il n'y aurait pas une femme qui voudra poser une question? S'il n'y en a pas, on va prendre des questions. Oui, mademoiselle, allez-y. Il nous reste du temps pour 2 questions, donc monsieur, restez pas loin. Vous parlez d'exemples avec vous, de votre mère, de vous-même, de vous. Et moi, ma question, c'est est-ce que c'est généralisé? Est-ce que tout le monde peut se permettre d'avoir une bourse après? Tout le monde peut se permettre de travailler 40 heures ou pas? Depuis tout à l'heure, vous dites des exemples comme quoi que vous avez une bourse, que vous travaillez 40 heures semaine et tout. Moi, ma question, c'est est-ce que tout le monde, est-ce que c'est pas juste une exception ou c'est une généralité? Est-ce que tout le monde peut se permettre d'avoir des bourses, des prêts et travailler 40 heures semaine? Je dirais que la moyenne représentative, vous corrigerez si j'ai tort, c'est de 15 à 20 heures par semaine selon les dernières statistiques. Puis les étudiants vont travailler beaucoup plus l'été. Si moi je travaille 40 heures par semaine, c'est ma décision personnelle. C'est que j'ai déjà d'autres diplômes qui me permettent de juste me concentrer sur mes cours de concentration. J'ai pas un horaire de 40 heures par semaine d'école, j'ai 15 heures de cours par semaine. C'est ce qui me permet d'aller chercher de l'expérience de plus, mais sinon, tout étudiant que les parents passent $1,5 million par année sont éligibles aux prêts et bourses. Tout le monde y est éligible. Quand on provient de classes défavorisées, parce que les parents sont proches ou autour du seuil de pauvreté, vont se voir bonifiés par les prêts et bourses et surtout des bourses pour que leur droit de scolarité soit de zéro. Donc, il faut dire aussi que les étudiants issus de classe sociale inférieure, c'est une minorité. Puis ces étudiants-là, les droits de scolarité n'ont aucun impact. Leurs droits de scolarité vont toujours rester de $0, vont être bonifiés en bourse, comme par exemple mon colocataire qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle. Lui n'engendrera pas de dette d'études qui va l'amener à décrocher. S'il décroche, ça va être pour d'autres raisons, d'autres facteurs, parce qu'il n'y a pas juste un facteur économique qui amène un étudiant à décrocher, mais les prêts et bourses sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas un élitisme pour les prêts et bourses. Ben, c'est une nouvelle question ou... Oui, allez-y. Vous dites que tout le monde est éligible aux bourses, mais éligible ne veut pas dire qu'ils vont les avoir. Tu as une chance d'avoir une bourse. Non. Ils peuvent l'avoir. Ils vont l'avoir. Je connais moi-même un enfant de député qui les parents sont très fortunés et a des bourses, a des prêts et bourses. Il y a aussi le fait que, oui, on parle d'argent et tout, mais il ne faut pas oublier que la performance scolaire aussi à respecter. Pour rentrer à l'université, il faut avoir des bons résultats, il faut performer. Puis quand on a de bons résultats et tout, ça aide aussi aux
prêts et bourses, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération, puis pas seulement le salaire annuel des parents. J'ai un étudiant qui est dyslexique, TDAH, qui a des problèmes d'apprentissage, ne se voit même pas payer de droits de scolarité. J'ai un enfant qui a un trouble d'apprentissage, en plus d'avoir un trouble, des problèmes économiques, je ne paie rien. Je ne paie aucun droit de scolarité. Les gens qui se voient accorder seulement que des prêts, c'est qu'ils sont jugés, que le document a peut-être été mal rempli aussi, les gens qui se voient seulement se voir offrir des prêts sont jugés par le système qui peuvent assumer les frais périphériques. Puis ceux qui se voient octroyer seulement que des bourses et qui sont jugés vraiment... le droit à la scolarité est un droit. Les personnes issues de classes inférieures ont droit à avoir les droits de scolarité. C'est des tableaux qui sont comparables. Si mes collègues ici le mettent en... On dépasse de beaucoup de temps de conclusion. J'ai eu une distraction, mais c'est fini. Messieurs, vous voulez intervenir? Oui, mais juste quelque chose que je tenais à préciser, c'est que c'est faux de prétendre que tout le monde est éligible au programme de Prêts et bourses. C'est-à-dire que, comme Madame le soulignait, on peut faire une demande, mais dès que notre famille fait un revenu de 60 000 $, on n'est plus éligible au volet bourse. Et à partir d'un revenu d'environ 80 000 $, on n'est éligible ni au volet prêt, ni au volet bourse. Donc, ce qui fait, et pour preuve, 80% des étudiants universitaires ne sont pas admissibles aux bourses du gouvernement du Québec et 40% ne sont pas admissibles au prêt. Donc, c'est qu'il faut faire attention. On ne peut pas dire que les prêts et bourses, c'est une solution magique, que ça règle tout. Dès qu'on entre dans la classe moyenne, on n'a plus accès à cette aide. Tout à l'heure, il y avait un monsieur, avant vous, monsieur en chandail bleu, il y avait un monsieur en chemise blanche, me semble-t-il. Il est disparu. Donc, j'invite quelqu'un d'autre à se présenter. Est-ce que, d'abord, pour savoir, on se rapproche de la demi, est-ce que vous êtes prêts à entendre au moins 2 autres questions? Vous n'avez pas d'engagement pour... Ça vous irait? Parfait. Donc, monsieur, allez-y, puis... Bonjour, je me présente, Laurent, je suis étudiant ici. J'aimerais savoir la principale raison pourquoi il y a une hausse des frais de scolarité, c'est pour rendre nos universités plus concurrentielles au niveau de l'Amérique du Nord. Pourtant, le rôle premier de l'université, c'est pas de fournir une main-d'œuvre qualifiée pour le Québec et non pour l'Amérique du Nord. Est-ce que quelqu'un... Oh. Écoutez, nous, OK. Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que nous avons besoin de médecins? Oui, bon. Ces médecins-là, ils sont passionnés par leur sujet. Ils trippent médecine, ils trippent sur le corps humain, ils aiment ça disséquer, etc. Ils aimeraient. En plus d'aimer ça, disons qu'ils offrent un service essentiel, soigner les malades. Donc, on peut être passionné et j'entends aussi être utile à la société. Également, malheureusement, à chaque année, on fournit 15 000 diplômés québécois qui prennent la décision volontaire de quitter le Québec vers les autres provinces canadiennes. Et ça, 15 000 diplômés par année, c'est un problème majeur lorsqu'ils quittent parce que les opportunités d'emploi ici ne sont pas suffisantes. On va laisser les intervenants répondre. 15 000 fois l'argent dépensé par les contribuables. S'il vous plaît, on va laisser... Non, on a une question qu'il faut vider. Donc, M. Grenier, si vous voulez intervenir, allez-y maintenant. Oui, dans le fond, moi, en tant qu'étudiant et en tant que contribuable, du Québec, si la valeur de mes diplômes ici diminue, moi, c'est dommage. Je me considère compétent pour le réseau de la santé. J'ai fait des choses incroyables jusqu'à présent. Si je dois sortir du Québec pour aller obtenir un diplôme de qualité, je vais le faire. Le financement sert à maintenir compétitif nos diplômes d'ici, pas parce qu'on va aller chercher une clientèle, on veut rendre ça pour les gens qui ont plus d'argent. C'est que si la hausse ne passe pas, je dis, ben, non seulement que l'UQAM ne se classe pas parmi les 400 meilleures universités, mais elle va décaler encore plus. Nos diplômes déjà qui valent rien vont encore valoir plus que rien. Merci, monsieur. Donc, toujours sur le sujet des médecins, on a en effet un problème d'exode des médecins au Québec, mais je pense que c'est un sujet qui n'a pas exactement à voir avec les